Bonjour à toutes et à tous. Regardez comme d'habitude les prévisions météo de Catherine Laborde. Il fait toujours mauvais temps dans l'Est avec des orages et de la pluie, mais dans l'Ouest, il fait de plus en plus beau, soleil aussi en Méditerranée, mais avec du vent. Les températures toujours un petit peu basses pour cette fin de mois d'août. Il fera 20 degrés seulement à Brest et à Nancy cet après-midi, 23 à Paris, 24 à La Rochelle, jusqu'à 28 à Nîmes et à Marseille. Au bord des plages, on se baigne toujours dans de l'eau à 18 degrés dans la Manche. La mer était agitée ce matin au Portel. Même chose dans les Landes, ça fait le bonheur des surfeurs anglais, où l'eau est à 22 degrés. En Méditerranée, c'est frais à Sanary. Une eau à 20 degrés, mais 24 à Porto Vecchio. Je vous parle toujours des baignades car les vacances sont loin d'être terminées. Tout le monde vous parle de la rentrée, mais c'est pas encore là. À une semaine de la rentrée des classes, il y a toujours autant de monde à la plage. À Nice, ce matin, malgré quelques nuages, Lucie Robert et Frédéric Pilar. Faire durer le plaisir jusqu'au bout de l'été. À Nice ce matin, pas question pour les vacanciers de sécher une seule journée de plage. Là, il reste beaucoup de temps, donc faut en profiter. Le temps en famille et la plage, beaucoup pour les filles, la plage. Parce que le reste, ils ont pas trop envie de se balader, eux. C'est surtout la plage. Je préférerais être ici parce que ici, tu as la plage, qu'à l'école, faut travailler, c'est pour ça. Programme du jour donc, natation et observation de la faune sous-marine. Et d'ici la redoutée rentrée des classes, la petite dernière a tout prévu. Je viens me baigner. Et après, j'aime bien aller à l'école et puis j'aime bien travailler. Et après, je voulais bien habiter ici. Fini la foule de la haute saison, mais un soleil toujours au rendez-vous sur la Côte d'Azur. Le contexte idéal pour finir ses vacances en douceur. C'est un petit peu plus agréable. Après, comme ça, on peut profiter un petit peu de l'espace et un petit peu plus de tranquillité. Pour monsieur, un seul bémol, la température de l'eau. Elle est un peu fraîche ce matin, mais ça fait du bien. On profite du dernier bain parce qu'on va pas en reprendre avant un petit moment. Juste le soleil, on se repose, on s'allonge et on pense plus à rien. Sandales et tenues légères encore de rigueur, en bord de mer, la promenade garde tous ses charmes. Le ciel bleu, tout ça, la mer, on n'a pas trop ça, donc... Hein? Faire le plein? Ouais, faire le plein d'énergie, ouais, c'est chouette. Voir scintiller le soleil sur la baie des Anges, avant de repartir à la maison, les valises pleines de cette lumière estivale. En attendant, on profite de la mer avant de retrouver les occupations de rentrée. Parmi elles, les derniers achats de fournitures scolaires, bien sûr. Ce matin, publication du coût de la rentrée par la Confédération syndicale des familles. Son enquête révèle une baisse des prix de 4,08%. Elle n'a pas dû faire les courses aux mêmes endroits que Famille de France, qui parlait la semaine dernière, on l'a évoqué, d'une hausse de 1,4%. Quoi qu'il en soit, l'achat des fournitures, ça reste souvent un vrai casse-tête avec des listes toujours aussi compliquées. Les enseignants sont exigeants et c'est pas toujours facile de trouver ce qu'ils demandent avec précision. Dans la région parisienne, Vincent Farodez et Éric Béra. Des listes de fournitures scolaires à rallonge, la rentrée a déjà commencé pour les porte-monnaies des parents. Un cahier 24-32, un cahier 21-29-7, un cahier 21-29-7, mais 192 pages, 96 pages. J'espère une centaine d'euros. Cette année, c'est dans les hypermarchés que vous paierez le moins cher. 170 € en moyenne pour le coût des fournitures contre près de 200 € en magasin spécialisé. En plus du prix, bien souvent la difficulté, c'est de trouver les articles. On me demande des couvertures qui ne seraient pas en polypropylène. Donc même le vendeur est parti chercher le renseignement puisque ce n'est pas du tout sur les étiquettes. Fabriquer des matériaux non toxiques, sans métaux lourds. Un ordinateur portable, un lecteur MP3 ou 12 tubes de colle. Les professeurs en demandent beaucoup pour des produits qui ne servent pas forcément toute l'année. L'année dernière, mon fils en 5e, ils ont demandé 6 cahiers pour l'année avec des pages de 196 pages. Ils en ont utilisé maximum 50 pages. 12 crayons à papier. Les parents peuvent s'opposer à la liste. Donc les parents achètent pour éviter que leur enfant soit mal noté à la rentrée. À l'arrivée en caisse, cette cliente découvre une facture bien plus salée que les 100 € estimés. Ça va vite, ça file, c'est impressionnant. Est-ce que je peux Cette année, le panier de rentrée coûtera 98 € en moyenne pour un enfant qui rentre en primaire, 136 pour ceux qui rentrent en 6e. Mais ce sont des chiffres qui dépendent des études des différentes associations. Branle-bas de combat, en tout cas dans les librairies cette semaine, mais aussi dans les écoles. Bien évidemment, toutes les équipes pédagogiques et techniques sont déjà sur le pied de guerre. On nettoie, on range, on vérifie. À Sizouin, dans le Nord, Sébastien Ambert, Gauthier de Lobette. Voilà, opérationnel pour la rentrée. Dans l'école maternelle Saint-Exupéry, c'est le branle-bas de combat. Première opération, répartir le nouveau matériel. Dans les classes,
classe de Madame Marie, c'est au fond, la dernière classe au fond. Et c'est Pascal, l'agent technique, C'est bien là, Madame Séché? qui s'y colle. Ah ben non, c'est de la colle. C'est de la colle pour les enfants. De la colle blanche. C'est-à-dire que c'est pour l'art plastique, donc avec tout ce qu'ils confectionnent dans l'année, c'est qu'il en faut des bidons de colle. Pendant que Pascal déballe la colle, ici on nettoie les sols, là on installe les chaises pour les petits et dans le dortoir on refait les lits. À tout remettre en ordre, oui, pour la rentrée. Toute l'école, oui, toutes les classes, la salle de jeu. Vous serez prête pour mardi? On espère, il n'y a pas de raison. L'école maternelle, c'est une belle aventure et donc c'est important que les enfants s'y sentent bien. Et puis il y a Patrick, le responsable technique qui lui vérifie chaque prise électrique. Question de sécurité. Après, ils vont remettre tous les ordinateurs et tout. Bon, il faut que ça fonctionne. Il ne s'agit pas à la rentrée qu'on m'appelle en disant Monsieur Marotta, les prises ne fonctionnent pas. Enfin, il y a des urgences à régler. Cet été, dans la cantine, il y a eu un dégât des eaux. Là, on est en train d'essayer de faire le maximum pour que le mur du réfectoire soit à nouveau présentable pour la rentrée scolaire. Ici, 140 enfants sont attendus pour la rentrée, qui a lieu, je vous le rappelle, mardi prochain. Merci Sébastien, on ne l'a pas oublié. Certains élèves préparent aussi la rentrée. L'an dernier, ils ont été 260 000 à suivre des stages de remise à niveau. Ça existe depuis quelques années. Des enfants de CE1, CM1 et CM2 qui, pendant une semaine, travaillent pour essayer de combler quelques lacunes. On reste dans le Nord, à Sequedin, avec François Ouasson et Thierry Chartier. Vous installez dans le salle d'élèves ? La rentrée des classes, c'est dans une semaine tout juste, mais pour ces élèves de Sequedin près de Lille, les vacances sont déjà terminées. On va commencer par un jeu sur les multiplications, d'accord ? Axel rentre au CE2. L'année dernière, elle a eu du mal à suivre en mathématiques et en français. Alors, elle a accepté de suivre des cours de remise à niveau. J'arrive pas très bien à lire, donc je viens pour m'améliorer. Ces stages ne sont pas obligatoires, mais conseillés aux parents d'élèves de CE1, CM1 et CM2 en difficulté. C'est le cas de Gwenaël et Théo, 10 ans, et ils sont très volontaires. Après, comme ça, quand tu arrives au collège, tu as des bonnes notes. Enfin, pour passer une bonne année et pour passer en 5e après. Tu avais des difficultés dans quoi, dis-moi? En maths, surtout dans les tables, les problèmes. EZ, parfait. Hein, ça, et pendant une semaine, à raison de 3 heures par jour, ces professeurs vont pouvoir faire le bilan dans les meilleures conditions d'enseignement des compétences de chacun en ce qui concerne le socle commun, c'est-à-dire la lecture, l'écriture et le calcul. Ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille en petits groupes. Donc on prend le temps de s'arrêter sur une difficulté spécifique et de trouver des moyens, des astuces pour pouvoir pallier ces difficultés. Et apparemment, cela fonctionne. D'après les parents d'élèves, les progrès sont incontestables. Proposer ce petit temps de 3 heures le matin, qui est quand même une période de la journée où l'enfant est concentré, ça la met en confiance. J'étais contente parce que c'est vrai qu'en français et en maths, depuis qu'elle fait du soutien, elle monte en flèche. Ce dispositif existe depuis 6 ans. L'année dernière, près de 260 000 élèves de primaire en France ont suivi un stage de remise à niveau. Autre chose, la pression internationale continue à monter autour des événements en Syrie. Le vice-président américain estime que l'attaque chimique de la semaine dernière était indéniable. Barack Obama réfléchirait, dit-on, à toutes les options possibles, y compris militaires, et on attend toujours les conclusions des experts de l'ONU qui sont sur place. Pierre Grange. Le ton martial, les mots choisis. L'Amérique semble prête à lancer l'attaque. Le massacre aveugle de civils, le meurtre de femmes, d'enfants, d'innocents par armes chimiques est une indécence morale. Le président Obama pense que ceux qui ont recours aux armes les plus atroces contre les populations les plus vulnérables de la planète doivent rendre des comptes. Les États-Unis envisagent de lancer leurs missiles Tomahawk depuis les destroyers basés en Méditerranée. Une attaque limitée, symbolique. Pas de quoi faire tomber le régime, juste répondre aux attaques chimiques. Les Alliés commencent à préparer l'opinion. Les Turcs parlent de réagir face à un crime contre l'humanité. La coalition restreinte pourrait regrouper les Américains, les Français, les Britanniques, les Turcs et les pays du Golfe. Ce matin, le régime de Bachar el-Assad promet de se défendre en cas de frappe aérienne. Ils sont toujours soutenus par 2 alliés de poids, l'Iran qui menace et la Russie qui met en garde contre des conséquences catastrophiques. Sur place en Syrie, les experts de l'ONU ne pourront pas enquêter aujourd'hui sur les armes chimiques. Ils resteront à l'hôtel. Hier, ils ont été la cible de tireurs embusqués, mais ont pu se rendre sur le terrain.
Ils devraient reprendre leur enquête demain. En France, les chiffres de l'emploi à la fin juillet attendus cet après-midi. Fin juin, on en était, vous le savez, à 3 279 000 chômeurs. Le chiffre va sans doute encore grimper. Et il y a des régions beaucoup plus touchées que d'autres. Regardez cette carte, 17,9% de la population sans emploi autour de Lens et de Calais. 17,7% en tirage dans l'Aisne. En quatrième position de ce triste palmarès, on trouve la zone d'emploi d'Agde Pézenas dans l'Hérault, 17,3%. Ce sont les chiffres du premier trimestre 2013. Dans l'Hérault, Aurélie RL et Lucas Garcia. Cela fait 2 ans et demi que Jordan Jarque, 20 ans, enchaîne les petits boulots qu'il trouve surtout par bouche à oreille. Mais pour trouver un CDI, c'est mission impossible. Moi, je suis maçon d'expérience, de formation, et c'est dur à trouver vraiment une entreprise qui veut embaucher des ouvriers qualifiés, etc. C'est surtout de la manœuvre. Depuis quelques mois, François Gouault est auto-entrepreneur. Pas d'autre solution, l'entreprise de transport pour laquelle il travaillait a fermé et impossible de retrouver un emploi dans la région. Moi je suis resté 8 mois au chômage, sans rien trouver. Il n'y a rien, vous vous présentez, vous avez 53 ans, les gens non, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas, il y a les charges, non ça ne les intéresse pas. Ils préfèrent prendre des jeunes à former que des gens comme moi qui ont des diplômes, c'est tout. Il faut dire que la région est sinistrée et surtout le bassin Agde Pézenas. Au premier trimestre 2013, le taux de chômage a atteint les 17,3%, un des plus hauts de France. Un chiffre qui ne surprend pas les habitants. Nous, ce qu'on entend, oui, il y a beaucoup de gens qui déposent le bilan, et, trop de charges partout, pas d'aide aux employeurs. Ici, pas de grosses entreprises, seulement des PME qui génèrent peu d'emplois. Et dans le centre-ville, des commerces ferment, rachetés par d'autres. Difficile souvent de s'en sortir. C'est pas en ayant un petit commerce que vous allez faire fortune, quoi. Voilà, on vit. On vit. Il y avait, je crois, 23 ou 24 agences immobilières. Forcément, il y en a qui ferment, donc il y a quelques friches commerciales. C'est sur la construction d'un centre commercial que mise la ville pour enrayer la baisse du nombre d'emplois. Dans ce bassin, moins 1,2% depuis 2008. Mais 17,3% de chômeurs. À propos d'emploi, on apprend à l'instant que le groupe France Télévisions annonce un plan de suppression d'emplois de 600 emplois d'ici 2015 par des départs volontaires, 600 sur 10 000. L'emploi qui nous amène aux retraites. Dernière consultation du Premier ministre à l'hôtel Matignon avec les partenaires sociaux ce matin, vous le voyez. On connaît déjà les grandes lignes de la réforme annoncée depuis des mois. En fait, le Premier ministre, il l'a dit hier, repousse à 2020 les décisions les plus difficiles. François-Xavier Pietri est avec moi comme hier. François-Xavier, à part les cotisations qui vont augmenter pour boucher le trou, finalement, il n'y a pas de réforme. Écoutez Jean-Pierre, si les informations dont on dispose en ce moment sont confirmées, parce qu'il peut quand même y avoir une surprise, ce sera une réforme, pas de changement. Sur tous les critères, sur l'âge de départ à la retraite, c'est une promesse de François Hollande, pas de changement, l'âge légal sera maintenu à 62 ans. Pas de changement non plus sur les durées de cotisation, en tout cas pas avant 2020. Pas de changement sur le mode de calcul des pensions, 25 meilleures années pour le privé, 6 derniers mois pour le public. Pas de changement non plus pour les fonctionnaires et les régimes spéciaux. Il n'y aura pas de rapprochement entre les deux régimes. Donc on ne change rien sur tous les sujets de fond de la réforme. Ça bouge en revanche sur la pénibilité. On va mettre en place un compte d'épargne de pénibilité qui va permettre à ceux qui ont les carrières les plus difficiles de partir un peu plus tôt. Le seul vrai gros changement, c'est qu'il faudra trouver 7 milliards par an à partir de 2020, sauf que ça va commencer dès l'année prochaine par des prélèvements, notamment la CSG, les cotisations. En fait, c'est une réforme qui ne change presque rien, sauf pour le portefeuille des ménages, et c'est une réforme qui ne va pas faire plaisir ni au marché financier, ni à la Commission européenne. Merci François-Xavier. À propos de la pression fiscale qui va continuer à augmenter, la rentrée de Jean-Louis Borloo ce matin. Stop aux augmentations d'impôts, dit-il sur RTL, et il lance une pétition nationale pour un moratoire fiscal. Et puis autre pétition lancée par l'autre homme que vous voyez sur cette photo, Christian Estrosi, député maire de Nice. Il appelle les Français à s'opposer à la réforme de la justice de Christiane Taubira. Il l'accuse de vouloir vider les prisons. À propos d'insécurité, pour lutter contre elle, la préfecture de police de Paris lance une campagne de recrutement. 735 emplois à pourvoir avant la fin de l'année. Des adjoints de sécurité, il y en a déjà 11 000 en France. Seul impératif, avoir moins de 30 ans si ça vous dit. Pierre Barretti, Christophe Niolac. Gare de Lyon, brigade des réseaux ferrés, c'est ici que travaille Yacine, 23 ans. Cet adjoint de sécurité a une mission, la surveillance des trains de banlieue en Île-de-France. Et depuis 4 ans, il préparait son concours de gardien de la paix qu'il vient de réussir.
C'est pas un métier facile. Je pense que c'est un métier qui est similaire comme les médecins, les pompiers. C'est-à-dire qu'on fait ça parce qu'on est volontaire, on a envie. On a envie d'apporter du soutien à la population, de sécuriser. C'est quelque chose qu'on aime. Reconnaissables à leurs épaulettes bleues, les adjoints de sécurité patrouillent, renseignent, aident les victimes de vol, assistent les policiers en cas d'interpellation, mais ils n'ont pas les mêmes droits. C'est vrai que nous, on est là pour assister les gardiens de la paix dans les missions, mais tout en étant visible de la même manière vis-à-vis de la population. À la préfecture de police de Paris, les candidats adjoints de sécurité sont tous passés par ce bureau. Sans bac en poche, mais avec un casier judiciaire vierge, ils peuvent devenir policiers et sur le terrain, leur utilité est incontestée. On va les trouver sur des missions de prise d'empreinte, par exemple. L'accueil du public, bien sûr, en fait partie. Les patrouilles sur le terrain, la protection des bâtiments sensibles, tout ce qui est ambassade, représentation étrangère. Embauchés pour 2 CDD consécutifs de 3 ans, ces futurs policiers réussissent 8 fois sur 10 le concours de gardien de la paix. Ils ont en moyenne 22 ans. Ils gagnent à Paris 1 232 € net. Et à propos d'argent, une augmentation du prix des carburants. La semaine dernière, vous l'avez sans doute constaté en faisant le plein en rentrant de vacances, on en est à 1,35 € le litre en moyenne pour le gazole. Ce sont des moyennes, augmentation de 1 centime comme pour le samplon 95 à 1,54 € et le 98 à 1,61 €. Quand on dépense de l'argent, on cherche à en gagner. Et il y a un phénomène en ce moment qui prend de l'ampleur dans les régions, la pose de panneaux publicitaires dans les jardins des particuliers. Ça leur assure un revenu, parfois confortable, même si souvent c'est pas très beau pour le paysage. Du côté d'Évreux, Axel Cariou et Xavier Toby. Une fois par semaine, changement de décor. Une nouvelle publicité est installée sur ce panneau. Fernande est aux premières loges, il est situé au bout de son jardin. En contrepartie, elle touche un loyer de 1 300 € par an. Ça fait un tout petit plus. La retraite étant vraiment petite, ça me permet de payer mon gaz quand même. Emmanuel est en quelque sorte chasseur d'emplacement. Alors maintenant, le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a des règlements municipaux qui sont de plus en plus restrictifs, malheureusement. Aujourd'hui, il cible cette maison en surplomb d'une route. Selon le type de panneau et sa visibilité, il peut proposer entre 500 et 6 000 € de loyer annuel, évidemment négociable. Cet axe-là, c'est pas un axe majeur, c'est pas non plus une petite rue, donc on peut considérer qu'un loyer de 700 € peut être approprié. Les règles sont claires. Le panneau doit être à 10 mètres minimum des fenêtres du voisin et 3 mètres de sa clôture lorsqu'il s'agit d'une affiche classique 4x3. Une présence diversement vécue par les riverains. C'est pas beau, regardez, vous en avez un là, vous en avez 3 là-bas, vous en avez partout quoi. Ça fait partie des nuisances du centre-ville. Il faut accepter la circulation, les panneaux publicitaires, les démarchages. Quoi qu'il en soit, la société d'Emmanuel a doublé son activité en 20 ans. Avec la crise, les particuliers cherchent par tous les moyens à arrondir leur fin de mois. Il y a des gens qui commencent à nous appeler, à faire la démarche de nous appeler pour nous solliciter, pour installer un panneau chez eux. C'est tout à fait nouveau pour nous, ouais. En France, environ 300 000 panneaux publicitaires sont implantés chez des particuliers. Toujours dans l'actualité des régions, le grand rendez-vous de la rentrée approche. Il annonce l'automne, la braderie de Lille, bien sûr, avec son bric-à-brac et ses moules frites. Des millions de visiteurs attendus samedi et dimanche. Les premiers bradeux des passionnés campent déjà sur place pour avoir les meilleurs emplacements. Guillaume Desplanques, Raphaël Lisambard. Les premiers bradeux sont arrivés depuis déjà une semaine. Ils défendent bec et ongle leur petit bout de terrain. Pour Jean-Michel, un habitué, cela nécessite de dormir sur place. Un sac de couchage, une couverture pour isoler du sol et un lit de camp. Hôtel 2 étoiles, on va pas dire 3 étoiles vu qu'il n'y a pas de salle de bain. Direction sa camionnette où s'entasse un bric-à-brac d'objets divers. Un vieux truc à bulles qu'on mettait dans le fond des baignoires pour faire des bulles avec l'appareil qui se trouve là. Comme ça, on met ça à l'extérieur et là ça fait des bulles, ça fait un bain bouillonnant. Bonjour. Première braderie en revanche pour Joël qui vient de Strasbourg. Pour moi c'est la première fois, ma sœur était là l'année dernière et c'est impressionnant. Il n'y a pas encore beaucoup de monde mais il y a plein de réservations partout, c'est sympa. Un café ? Gilbert lui est déjà réveillé. Il sert le café pour ses amis. Place avant tout à la convivialité. Il faut faire plaisir un peu à tout le monde. Il y en a qui, nous on est en camping-car, donc on a ce qu'il faut pour faire réchauffer. Et celui qui est là, il n'a pas forcément tout sous la main. Pour l'instant, interdiction de sortir ce capharnaüm sur les étals. Les voitures, les camionnettes sont pleines à craquer. Mathieu espère bien vendre ce banc de spectacle. Refait, c'est impeccable. Bon, il n'est pas cassé, c'est en plaquage, mais c'est assez sympa. Est-ce que vous avez déjà en tête un prix de départ
Ouais, 50 €. Quant à cette marionnette en carton bouilli, elle aurait 300 ans. Et sa propriétaire y semble attachée. C'est mon fiancé. On va se marier. Mais si vous mettez le prix estimé à 250 €, elle pourrait à contre-cœur s'en séparer. Mais attention, à ce prix-là, elle parle. Allez, bonne braderie. Il vous aime, il les a regardés, il vous dit coucou, c'est moi. On le retrouvera samedi à la braderie. Autre chose encore, il y a quelques jours, c'était les grandes marées, vous le savez, et une polémique se développe en ce moment dans le Morbihan à propos de la pêche à pied en petite mer de Gavre. Les pêcheurs professionnels veulent réensemencer, donc interdire la pêche pour un moment, et à Gavre, tout le monde n'est pas d'accord. Guénel, Théo, Ghislain Fondevilla. La petite mer de Gavre renferme l'un des plus importants gisements de coques et de palourdes de Bretagne. À marée basse, des centaines d'habitants du coin et de vacanciers s'adonnent à la pêche à pied. Mais cette année, la récolte est bien maigre. C'est pas une pêche miraculeuse, puisque pour 2 personnes, voilà ce qu'on a fait en 4 heures à peu près de recherche dans le sable de la petite mer de Gavre. Donc pas beaucoup de rigados cette année, on ne sait pas ce qui se passe. Les pluies abondantes de l'hiver dernier expliquent la forte mortalité des coquillages. Alors pour reconstituer les stocks et permettre ainsi aux pêcheurs à pied de travailler, le comité départemental des pêches veut réensemencer 230 tonnes de coques et de palourdes dans ces 2 petites zones ici en bleu et y interdire la pêche pendant 2 ans. Si on ne réensemence pas dès l'année prochaine ou là très rapidement, nous aurons à court terme 250 entreprises qui seront peut-être mises à mal. Un projet très controversé à Gavre. On veut bien discuter même, on veut bien rencontrer même, mais encore faut-il qu'on nous informe. Où l'on pêche ici librement depuis des siècles. On veut semer 230 tonnes de coques dans une zone où on ne pourra plus toucher pendant 2 ans, et à la suite de ces 2 ans, on ne sait rien si on aura le droit de revenir sur ce territoire qui a l'air d'être privatisé. Seule certitude, la ressource en coquillage de la petite mer de Gavre est en danger. Les quotas de capture imposés par Ifremer sont passés de 750 tonnes en 2008 à 200 tonnes cette année. Allez, après la pêche, on repart se baigner. Maintenant, les vacances ne sont pas terminées, on l'a vu tout à l'heure, mais on commence à faire quelques bilans. Après la Bretagne hier, bilan positif, vous le savez. La Corse aujourd'hui, comme ailleurs, un mois de juillet moyen, un bon mois d'août. Finalement, une fréquentation qui est restée stable, mais des touristes qui ont beaucoup moins dépensé. Et les commerçants ne sont pas trop contents. Dans la baie d'Ajaccio, Patrice Roubaud, Philippe Pelletier. Le tourisme en Corse est comme le temps en cette fin août, maussade et contrasté. Moins de monde en début de saison et un budget de plus en plus resserré pour les vacanciers. C'est le constat de l'été. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui font plus attention pendant les vacances, qui vont moins au restaurant, qui sortent moins, qui consomment moins au bar. Enfin voilà quoi. Je pense qu'on a dû travailler sur 2 mois, tout juste. Mais là, en l'occurrence, au mois d'août, on a bien travaillé pendant 12 jours, pas plus. Dans le golfe d'Ajaccio, la restauration et l'hôtellerie ont enregistré des baisses de 15 à 25% au mois de juillet. Le secteur du nautisme a également subi de plein fouet cette perte de pouvoir d'achat. Les gens font attention à tout, le moindre écart de tarif entre différents professionnels, la consommation de carburant. Les gens font vraiment bien plus attention que les années précédentes. À la pêche aux vacanciers, le camping reste le mode d'hébergement préféré des continentaux. Ici, on est complet depuis plusieurs semaines. On a choisi le camping parce que déjà on aime bien ça. On est habitué à en faire, on est jeune, c'est vrai qu'au niveau prix, c'est toujours plus intéressant. Et aussi parce que comme en général on passe 1 à 2 nuits sur place mais qu'après on bouge, niveau flexibilité, c'est beaucoup plus intéressant. Bon élève, le transport aérien affiche une progression du trafic passager de 15 à 20% de plus que la saison dernière. En revanche, la clientèle étrangère qui assure chaque année le bon chiffre d'affaires de fin de saison n'est pour l'instant pas au rendez-vous. Et toute la semaine, on fera des bilans région par région. Avant de repartir dans ces régions, justement, de la chanson maintenant, avec un groupe qui a un succès absolument phénoménal, surtout auprès des jeunes filles. Sa popularité est telle dans le monde entier qu'un film sort demain pour raconter cette belle histoire. Le groupe, c'est One Direction. Avant-première du film hier soir à Paris, Claire Auberger et Vincent Fandaz y étaient. C'est le dernier boys band à les faire craquer. Devant le Grand Rex, elles se pressent sous la pluie, des heures d'attente pour en savoir plus sur leurs idoles. Alors là, c'est Harry, Yann, Louis, Zayn, Yann, Mayen. 5 garçons âgés de 19 ans, repérés à l'émission anglaise X Factor, leur succès a été fulgurant. C'est pas comme tous les boys bands typiques, ils sont
là-bas en train de danser des chorégraphies synchro comme ça. Ils délirent, ils sont rigolos, ils sont amusants, ils sont trop top. On prend des nouvelles, il y a toutes les vaches par terre, on les suit sur Twitter, on fait tout. Au quotidien, sur la toile, ils sont suivis par 10 millions de fans. Leurs 2 albums se sont vendus à 15 millions d'exemplaires. Le film qui leur est consacré dévoile un peu plus leur quotidien et leur personnalité. Je savais pas que c'était possible, mais franchement, je les aime encore plus. On a pleuré, on a ri et tout. Ça fait 3 ans maintenant qu'on les soutient et voir qu'ils sont arrivés à tout ça grâce à nous et surtout grâce aussi à leur talent. Et puis voilà. Une histoire de cœur qui les fait vibrer en chanson. Et en entendant tous ces cris dans la salle, va falloir mettre le son très fort dans les salles de cinéma. Je propose maintenant de retrouver un très bel événement, comme chaque année à la même époque, les 271e fêtes de la Saint-Louis à Sète, dans l'Hérault bien sûr. Elles sont célèbres pour leur joute sur le cadre royal de Canal en pleine ville. Et l'ambiance y est absolument extraordinaire. Aurélie Erel, Lucas Garcia. C'est la passe finale, celle où il ne faut pas trembler. Cette victoire, une consécration pour le jouteur, une joie inexprimable pour les supporters. La Saint-Louis, c'est magique, David est magique, et aujourd'hui s'il a gagné, c'est pas un hasard, c'est parce qu'il le mérite. Ouais, pour un jouteur, c'est le plus beau jour de sa vie dans les joutes. Voilà. Juché sur cette tintaine, le jouteur vise avec sa lance le pavois de son adversaire pour le faire tomber à l'eau, sans perdre l'équilibre. La plupart s'entraînent pour cette compétition mythique depuis tout petit. La Saint-Louis, dans une carrière de joueur, c'est un événement majeur. C'est un rêve d'enfant qui se réalise. Vraiment, toute la ferveur dans le cadre. Et son plus fervent supporter est là, au plus près du spectacle. À mon fils, toute la vie, j'ai levé les pierres du chemin pour qu'il avance. Là, je peux rien faire, mais je l'encourage comme je peux. Je pense que mon fils, ce soir, il sera champion. Raté, ce ne sera pas pour cette fois. Mais la fête continue. Pour être aux premières loges, les passionnés ont sorti toutes sortes d'embarcations. Ils sont là pour mettre l'ambiance. À Saint-Louis, à Sète, c'est comme si c'était Noël. Rassembler autant de gens contents et joyeux, c'est rare. D'être dans le cadre royal, c'est quand même... ça te fait oublier beaucoup de choses. Des chutes acrobatiques spectaculaires qui s'enchaînent pendant plus de 6 heures. Pour l'emporter, ces chevaliers des temps modernes doivent peser de tout leur poids et rester concentrés. On n'entend plus personne, on se fixe sur l'adversaire. Quand je vois arriver l'adversaire, j'essaye de m'engager au bon moment, voilà, c'est tout. Ici, on vibre avec ces champions et lorsque le vainqueur des dernières années fait la culbute, c'est un mélange d'admiration et de déception. Tout le monde attend déjà la revanche l'année prochaine. C'est comme si c'était Noël, disait la dame, et c'est magnifique comme tous les ans. Autre grande fête de la fin du mois d'août, des centaines de milliers de personnes pour le carnaval de Notting Hill à Londres. Un défilé très haut en couleurs et en musique qui célèbre chaque année, et pour les Anglais, la culture des Caraïbes. Ce carnaval existe depuis les années 60 et il a toujours autant de succès. Chez nous, plus calme maintenant, autre genre de loisir, c'est la saison des fruits, donc celle des confitures, ça sent bon dans les cuisines et nous, on ne résistera pas aujourd'hui à une délicieuse confiture de prunes avec 2 reines en la matière qui ne s'appellent pas Claude mais qui s'en servent. À Mornan, dans le Rhône, Didier Guyot, Frédéric Marchand. Oh, j'en ai trouvé une. Attends. Ultime vérification dans le jardin auprès d'un prunier qui depuis 20 ans offre ses reines Claude. Cette année, petite année, Maurice en aura cueilli 20 kilos. C'est l'heure d'entrer en action pour nos 2 passionnés de confiture. Hier, les fruits ont été lavés, nettoyés et mélangés à du sucre. L'important, c'est de les mettre au sucre le soir, de façon à ce qu'elles s'imprègnent déjà du sucre, et comme ça, ni ça colle, ni elles brûlent. Ensuite, place à la cuisson. Il faut que le sucre fonde et que tout se mélange harmonieusement. Et quand la confiture est portée à ébullition, il faut remuer 4 minutes, pas plus. Pour bien réussir une confiture, il faut beaucoup la remuer. Il ne faut jamais la laisser reposer, parce que ça accroche au fond. La reine Claude est une confiture facile à faire qu'il faut ensuite rapidement verser dans des bocaux qui ont été stérilisés. Mais il y a toutes les autres. Fraises, cerises, fruits rouges, abricots. La liste est longue pour nos 2 cuisinières gourmandes qui aiment aussi faire plaisir à leurs petits-enfants. Vas-y, ils viennent, ils choisissent leur confiture et ils partent avec. Et ça, c'est une satisfaction de grand-mère qui est très, très agréable. Mais même les enfants. Même nos maris, ils aiment avoir de la confiture dans les placards. Hello!
Tu viens goûter la confiture? Vient l'heure du verdict. Un bout de pain et dessus un peu de confiture, encore chaude. Ça a vraiment le goût du fruit. Elle est très bonne. Hein. C'est une des confitures que je préfère. Elles ont bien travaillé? Oui, très bien travaillé. La semaine prochaine, ce sera confiture d'abricots et de fraises. Je vous avais dit que ça sentait bon ce reportage, et dans l'Est en ce moment, c'est plutôt la confiture de Mirabelle dont la cueillette vient de commencer. On en parlait hier. L'Est, où on continue aujourd'hui notre promenade pour découvrir quelques plans d'eau absolument magnifiques, des lacs et des étangs. Il y a en Moselle énormément d'étangs et de rivières qui méritent une pause. Pour en profiter, on retrouve Alison Tassin avec Morgane Tout. Première lueur du jour, premier lancer sur l'étang du Stock. Ici, seul le bruit des cannes à pêche vient troubler le silence du petit matin. En pleine nature, un petit coin de paradis pour les pêcheurs de carnassiers. Là, je viens pêcher la perche et de temps en temps la cuillère, un brochet ou des choses comme ça. On est dessus là, on est sur le banc. Ça mord là? Ouais. Regardez autour de vous cette belle nature. Magnifique. Tout avec le lever du soleil, hein, c'est superbe. La pêche, une tradition pluriséculaire au pays des étangs. C'est même elle qui a façonné ce paysage. C'est des étangs qui étaient essentiellement voués au départ à la pisciculture et qui étaient faites par les moines. Et par la suite, bien plus tard, c'était récupéré par les services de navigation pour servir de réservoir d'eau sur les deux grands canaux qui passent ici à proximité, à savoir le canal de la Marne-Rhin et le canal des Houillères de la Sarre. Deux canaux qui s'invitent au milieu des étangs, comme celui de Gondrexange. Plus surprenant encore, quand le canal se transforme en étang pour devenir sauvage. De nombreux touristes viennent en profiter, souvent étrangers, comme la famille Chalère. Pour moi, ce sont des vacances très jolies car c'est la nature et je peux parler français. Et je crois qu'on a du temps. C'est pas toujours ok, c'est 6 heures et je dois être là ou là. Temps fort du voyage au fil de l'eau. La traversée de la grande écluse de Réchicourt. C'est une écluse qui est assez particulière. Elle permet de remplacer 6 écluses. Et c'est la plus profonde de France. L'eau, l'élément dominant du pays de Sarrebourg. Plus de 3000 hectares. 200 étangs en plein parc naturel de Lorraine. Parmi eux le Lindre, un écrin préservé de toute activité humaine. On n'avait pas un pylône, pas un fil électrique, pas un château d'eau, pas un hangar. Rien de tout ça. Eh bien, essayez, quand vous êtes en promenade, essayez de faire de temps en temps un tour complet et vous verrez que ce type de coup d'œil est rarissime, absolument rarissime. Et pour profiter un maximum de cette nature, quoi de mieux que d'y dormir? Au parc animalier de Sainte-Croix, c'est au milieu des loups que ces visiteurs vont passer la nuit. C'est magnifique, magnifique. Je reste sans voix et j'attends avec impatience de pouvoir passer cette nuit à observer ces animaux merveilleux. Je suis retombée en enfance. Oh là là! Oh, c'est... Une dernière balade au crépuscule avant d'aller se coucher. Un dernier regard sur la beauté du monde animal et végétal qui offre ici toute sa poésie. Magnifiques images, magnifiques endroits. Très beau département, la Moselle. Demain, on continue sur les plans d'eau avec le célèbre lac des Vosges. Et puis, autre série cette semaine, un autre grand bol d'air dans quelques grands sites naturels de la région Midi-Pyrénées, vous le savez. Après les gorges du Tarn hier, on part aujourd'hui dans un endroit qui s'appelle le Pont d'Espagne. C'est dans les Hautes-Pyrénées, des cascades, des lacs merveilleux et un petit pont en pierre au-dessus de Cauterets, Pascal Michel et Perrine Mislange. Passez cette porte, vous entrez dans le parc national des Pyrénées. Et quelle entrée! Le pont d'Espagne ne se résume pas à ce petit pont de pierre qui permettait jadis aux bergers français et espagnols de se retrouver. C'est aussi une histoire d'eau, de cascades bouillonnantes, de torrents turbulents. C'est ça qui me frappe dans les Pyrénées en particulier, c'est qu'il y a toujours de l'eau. Et on a constaté il n'y a pas si longtemps qu'elle pouvait être dévastatrice, impressionnante, puissante, tout en étant notre amie.
Une pause au pied de la cascade, un bain de fraîcheur avant de poursuivre la balade. Pour les moins courageux, ascension en télésiège. Tu te rends compte à pied la route? À nos pieds, la forêt de pins sylvestres, plusieurs fois centenaire. Étoile des neiges. Sur l'autre versant de la vallée, le GR10 et ses randonneurs, des vrais. Voilà. Pendant l'été, près de 3000 personnes arpentent ces chemins de montagne. Parmi ceux-là, un homme à jumelles, une vigie, l'ange gardien de ces promeneurs. Je regarde, on fait une surveillance par rapport à d'éventuelles chutes de pierres. Au bout de ces jumelles, derrière ces gros cailloux, les habitants de la vallée. Des marmottes, des isards, voilà, c'est... Bon, les marmottes sont faciles quand même à repérer puisqu'elles sifflent, donc en général quand on entend un sifflement, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à 360 degrés où c'est qu'elle peut être, parce qu'elle nous voit, mais nous on la voit pas de suite, quoi. Il y en a une sur le caillou là, juste là. Hop, elle a tourné. Quelques minutes de marche et pour les randonneurs comme pour les promeneurs du dimanche, la récompense sublime, le lac de Gobes et en arrière-plan comme un décor de cinéma, le Vignemale et son glacier. Du haut de ses 3298 mètres, c'est le plus haut sommet des Pyrénées françaises. Et bon appétit, messieurs, dames. Cyprien Seyres, le patron de l'hôtellerie du lac, a grandi à l'abri de ce géant. C'est un sacré privilège, c'est une aubaine de pouvoir vivre ici. Nous y sommes que l'été, du mois de mai jusqu'à fin octobre, parce que l'hiver c'est impraticable, il peut y avoir de la neige, 3-4 mètres de neige. Et de l'eau, beaucoup d'eau, d'un verre émeraude qui invite à la baignade. Pourtant, en 45 ans, Cyprien n'y a que très peu goûté. 11 degrés 3. Un peu juste pour se baigner. Un peu juste pour se baigner, oui. Et encore, c'est au bord. Au milieu, elle doit être à entre 7 et 8 degrés. Vivifiant, ça fait du bien. Ouais. Après une bonne rando. Ouais. Frais et dispo pour redémarrer. Certains vont défier les sommets, d'autres regagnent sagement le pont d'Espagne. Suivez le guide, direction le lac des Huats, entre lagune et marécage, sauvage et limpide. C'est le pays des eaux, qu'elles soient froides ou chaudes, ici, vous êtes véritablement au pays des eaux. Et ce sont les gaves, les lacs qui ont sculpté la vallée. Depuis la nuit des temps, ces torrents, ces cascades façonnent le paysage inlassablement. La nature se fait artiste et nous offre la plus belle des œuvres. Magnifique encore. Et demain, autre chose, le trou de Beauzoul dans l'Aveyron, un merveilleux cirque naturel en forme de fer à cheval. La Bourse de Paris, avant de vous quitter, elle dégringole peut-être après cette non-réforme des retraites qu'on évoquait tout à l'heure, moins 1,53% à l'heure qu'il est, à 4005 points après pourtant un été qui avait été très beau. Dans un instant, la météo de Catherine Laborde, mes filles Miraisin, à 20h Gilles Boulot. Et nous, on va se quitter avec quelques images de cette très belle fête de la Saint-Louis en ce moment à Sète, le Noël des Sétois avec ses joutes si belles et si spectaculaires. Bon après-midi, à demain. Parce que l'actualité ne s'arrête jamais, l'information continue 24 heures sur 24 sur votre tablette et votre smartphone via MyTF1 News.